J'ai envie de lui dire que c'est une hypothèse et qu'il est en train d'appliquer une réflexion historique sur une hypothèse. En oubliant que même s'il devait continuer sur cette histoire d'hypothèse, on voit mal comment la production de la propriété aurait pu être un effet de la culture, ou une généalogie de la culture, ou la date de naissance de la culture. La propriété n'est jamais que l'une des modalités de l'état de nature. Dans une logique éthologique, la propriété, ça n'est jamais que la forme juridique prise par le territoire. C'est exactement la même chose avec la police qui préserve l'enclos. Des gens armés qui sont là au départ pour dire ça nous appartient, ça ne vous appartient pas à vous, et qui, quand quelqu'un s'en vient demander cette propriété pour lui-même, s'entendra dire que ça ne lui appartient pas. On voit bien que ce qui est force de police est finalement force de la meute organisée. Ce sont les plus forts, les plus malins, les plus rusés qui, en s'associant, produisent une force dont on dira pour le coup quelle est la loi. Le droit n'est jamais dans cette configuration-là que ce qui cristallise la loi du plus fort. Depuis les analyses magistrales de Nietzsche, dans la généalogie de la morale, on sait bien effectivement qu'on appelle un jour droit ce qui a été longtemps force. Ce qui fait force de loi, pour le coup, c'est la force qui devient loi. C'est parce qu'on aura à un moment donné décidé que cette force s'appellera loi, s'appellera droit, qu'on décidera effectivement que celui qui va contrevenir à cette force sera dans l'illégalité, sera en dehors du droit. La justice qui défend cette propriété, c'est exactement la même chose. Et si on continue à la lire dans une configuration éthologique, la justice, finalement, ce sont des jeux de force et d'intimidation que produisent les mâles dominants pendant très longtemps. Les femmes sont maintenant dans la magistrature et dans ce métier, mais ça a été pendant très longtemps, effectivement, une prérogative masculine de virilité. L'ordre du territoire était garanti par des meutes qui disposaient, pour utiliser l'expression de Max Weber, du monopole de la contrainte légale. Max Weber dit de l'État que c'est ce qui dispose du monopole de la contrainte légale. C'est-à-dire que l'État a le droit de vous contraindre parce qu'il est le seul à pouvoir vous contraindre. Personne d'autre ne peut vous contraindre. On voit bien que dans cette configuration où il n'y a que de la nature et où l'inculture est l'une des modalités de la nature, chacun ne fait jamais qu'obéir à son tropisme ou à un tropisme, ou à ce que j'appelais précédemment le programme. Exactement comme les anguilles, dont on a eu l'occasion de voir quel était leur trajet, ou quels étaient leurs trajets, eh bien, nous vivons une vie que nous n'avons pas demandée. Ce que nous avons tous en commun dans cette salle, c'est que nous sommes sans avoir demandé à être. Nos parents ont décidé pour nous, plus ou moins. Des fois, ils n'ont pas forcément beaucoup décidé, mais d'autres ont décidé pour nous que nous devions être, mais personne ne peut dire ici qu'il a décidé d'être. Il est. Et il vit avec cette invitation à être qu'on lui a signifiée, ou que ses parents, ses géniteurs, pour le coup, lui auront signifié. Il y a donc de l'être, il y a de la croissance, puis il y a de la reproduction, puis il y a du vieillissement, puis il y a de la disparition, et ceux qui ont été reproduits reproduisent à leur tour, et il est dans le destin de l'individu de mourir pour que l'espèce soit. Ça aussi, c'est chez Schopenhauer, dans un petit texte qui se trouve dans ce gros livre, Le monde comme volonté et comme représentation, et c'est un petit texte qui est parfois publié de manière autonome, Métaphysique de l'amour, puis il y en a un autre qui s'appelle aussi Métaphysique de la mort, ils sont souvent associés, mais c'est aussi un choc quand on lit la Métaphysique de l'amour de Schopenhauer, où Schopenhauer nous dit « Quand nous croyons aimer, nous ne sommes que victimes de l'espèce qui nous demande de nous reproduire. » Et nous avons inventé le mariage, le couple, la monogamie, la fidélité, toutes ces choses-là, justement pour cacher la vérité qui est que l'individu est le jouet de l'espèce. La preuve en est que très peu parmi vous ont probablement échappé à la reproduction volontairement. On peut être stérile, on peut être prêtre, religieuse, on peut avoir fait de vœux de chasteté, mais ceux qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils ont voulu n'en pas avoir, et non pas parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir, mais qui pouvaient en avoir mais qui n'en ont pas voulu, sont rares, sont exceptionnels, au sens premier du terme, au sens étymologique. Ils font exception dans une logique générale où, effectivement, chacun, après avoir été mis au monde, s'est empressé de faire exactement la même chose en mettant au monde des êtres qui n'ont rien demandé et qui se sont trouvés investis de l'obligation de reproduire l'espèce. Donc nous obéissons exactement au même programme que tous les autres mammifères, tous les autres êtres vivants. Nous faisons exactement la même chose.
On ne va pas au Sargasses, mais on va en vacances dans le Luberon, mais c'est à peu près la même chose. Les carnassiers obéissent à leur programme quand ils mangent de la chair, qu'ils dévorent de la chair pour se nourrir. Les animaux sociaux font exactement de même quand ils construisent leur terrier. Et Maurice Maeterlinck a écrit de très beaux livres sur la vie des abeilles, sur la vie des fourmis ou sur les termites. Tous ces animaux sociaux obéissent à leur détermination, à leur déterminisme pur. Personne ne choisit d'être reine dans une ruche. Il se trouve qu'un jour, avec la nourriture qu'on lui donnera, un être de cette ruche deviendra reine. Il y a un moment donné où la reine cesse d'être reine et où elle disparaît en tant que telle. On voit bien qu'il y a une organisation sociale et d'une certaine manière, vue de Sirius, et moi j'aime bien les voyages en avion pour ça, mais vue de Sirius, quand on commence à prendre de la distance, quand on s'envole, quand on commence à survoler une ville qu'on connaît, une région qu'on connaît, et puis quand on traverse la planète et qu'on passe, je sais pas, au-dessus de paysages magnifiques, enfin des toundras ou les Alpes ou des chaînes de montagnes ou l'Himalaya ou ce genre de choses, on voit bien effectivement que plus on monte, plus on grimpe, plus finalement on voit que les activités humaines sont semblables aux activités des fourmis, aux activités des abeilles, des guêpes, aux activités des termites. S'il meurt une guêpe, c'est pas grave. Une abeille, c'est pas grave. Une autre est là, elle prend la suite. C'est exactement la même chose avec nous. C'est une terrible catastrophe de perdre un être qu'on aime. Au regard de l'espèce, c'est rien. C'est rien du tout. Et c'est même de toute façon nécessaire. Il faut que d'aucuns partent et laissent la place à d'autres pour que puisse continuer à être la vie et le vivant. On voit bien comment les oiseaux se comportent dans leur milieu naturel, comment ils sont justement, c'est leur nature, ils sont maîtres et possesseurs de l'air. Il faut savoir que les descendants des animaux dont j'ai perdu le nom, enfin ces dinosaures, les descendants de dinosaures sont aujourd'hui les poules. Ça ressemblait à ça. Prenez un dinosaure, élevez-le à 20 mètres de haut et vous avez exactement la même chose qu'un dinosaure, avec 2-3 arrangements entre deux. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'héritier aujourd'hui, enfin on le sait, l'héritier du dinosaure aujourd'hui, c'est l'oiseau. Donc il a fallu effectivement qu'il se retrouve dans un espace, l'air, qu'il a dû dominer, et il a mis en place un certain nombre de stratégies qui lui permettent aujourd'hui effectivement de voler dans l'air. Il en va de même avec les poissons qui nagent dans l'eau par définition, c'est leur définition. Eh bien nous avons fait exactement la même chose, nous, en nous rendant maîtres et possesseurs du ciel, avec les avions, les aéronefs, les aéroplanes, etc. Et puis en nous rendant maîtres et possesseurs de l'eau, en construisant les bateaux qui permettent d'aller sur l'eau, et en construisant les sous-marins qui nous permettent d'aller sous l'eau, ou en construisant tous les dispositifs de gens qui font de la plongée et qui peuvent donc rester vivants sous l'eau. Nous voyons très bien que ces phénomènes dits de culture ne font jamais qu'obéir à des lois de la nature. Ce que les animaux ont fait, nous l'avons fait aussi, exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour survivre à des situations que nous n'avions pas choisies. Il y a des modifications de climat, il y a des modifications de température, il y a des périodes de glaciation, il y a des périodes de réchauffement de la planète, indépendamment des hommes, bien sûr. Et en fonction de toutes ces périodes, il y a des évolutions. Et nous évoluons encore. C'est un petit peu comme une plante. Vous pouvez passer 10 jours devant votre plante à la regarder, vous ne la verrez pas grandir. Mais si vous filmez tout ça et que vous accélérez le mouvement, vous la verrez grandir. Eh bien, il en va de même avec notre espèce. Elle évolue. Et pas seulement parce qu'elle évolue avec un morceau de sacrum qui va disparaître, une espèce de relief de ce que fut la queue du singe que nous avons été, mais elle se modifie, notre espèce, avec des modifications cérébrales, neuronales, des modifications du cerveau. C'est-à-dire que quand on invente l'ordinateur, eh bien, on entre dans le processus naturel, assez probable, de disparition programmée de l'humain. Ça fait partie du programme, ça fait partie du projet. On aura besoin de quelques cerveaux qui piloteront d'autres cerveaux et qui permettront pour le coup d'être dans des logiques parasitaires. Et nous allons parler dans quelques instants justement du parasite. Les animaux sont dans des logiques de conquête des territoires. On le sait bien, si vous avez regardé des émissions consacrées aux animaux, vous voyez bien qu'il y a des mâles dominants qui possèdent un territoire et que le mâle cesse d'être dominant quand un autre est devenu dominant et qu'à son tour il possède le territoire. En le montrant, avec quelques déjections d'urine ou de matière fécale qui montrent que dans 3 endroits, ça suffit pour faire un espace, 2 c'est une ligne, 3 c'est un espace, eh bien vous avez un espace et c'est un territoire et il est contrôlé par le mâle dominant.
C'est exactement la même chose avec nous, avec nos territoires, avec nos nations, avec nos pays, avec nos empires. Et c'est exactement la même chose quand on veut conquérir même la Lune. Pendant très longtemps, vous le savez, les États-Unis et l'Union soviétique ont mené un combat farouche pour pouvoir être le premier pays à pouvoir planter un drapeau sur la Lune. Planter un drapeau sur la Lune, c'est uriner sur un territoire pour dire qu'il est à nous. Et c'est la même chose aujourd'hui avec tous les conflits. Cette terre est à moi, elle n'est pas à toi. Quand on est dans des logiques de guerre, on est dans des logiques d'éthologie. Nous ne sommes déterminés que par ce que l'éthologie nous permet de savoir. C'est une conclusion qu'il faudrait tirer et que nous ne tirons pas. Et pourtant, 1859, l'origine des espèces, puis 71, un livre sur descendance de l'homme, Darwin nous dit des choses terribles d'un point de vue philosophique. Toute la philosophie occidentale aurait dû disparaître après un livre comme celui-ci. On nous dit effectivement que nous sommes des animaux, particuliers bien sûr, mais des animaux, différence de degré entre l'homme et les animaux, mais pas différence de nature, et nous n'avons toujours pas tiré les conclusions qui s'imposent. L'éthologie est une science réservée aux éthologues, et c'est bien dommage. Cyrulnik a beaucoup fait pour faire sortir l'éthologie des laboratoires, de l'université, en écrivant quelques beaux livres, sous le signe du lien par exemple, qui nous montraient effectivement en quoi nous étions encore des animaux et comment nous étions encore des animaux, et ce qui permettait d'expliquer un certain nombre de comportements. La fameuse méchanceté de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Pour aborder un problème d'une question d'actualité, un problème éthologique, je voudrais aborder le sujet de la guerre, qui est un sujet étonnant, assez peu pensé. Gaston Boutoul a créé une discipline qui s'appelle la polémologie, polémos la guerre, pour penser la question de la guerre indépendamment des questions de stratégie et de tactique militaire. Clausewitz avait écrit un très gros livre qui fait encore, hélas, autorité pour un certain nombre d'états-majors qui n'ont pas compris que nous n'étions plus au XIXe siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes. Mais la polémologie, c'est normalement la discipline qui permet d'étudier la guerre comme une science le ferait, indépendamment de ce que sont les considérations stratégiques et tactiques. Cette polémologie, le mot est donc inventé par Gaston Boutoul, s'associe à une irénologie. Qui connaît le mot ? Irénologie, c'est la science de la paix. Cherchez un dieu de la guerre, vous trouverez toujours, Mars, etc. Cherchez un dieu ou une déesse de la guerre, vous ne trouverez pas, sauf Irène. Celles qui s'appellent Irène, eh bien effectivement, sont des déesses de la paix, mais la paix est la chose du monde la moins désirée. La guerre est la chose du monde la plus partagée. Et il y a des gens qui estiment que la guerre est née à un moment donné, mais qu'il y a eu un temps de prospérité, à l'époque préhistorique, pendant laquelle il n'y avait pas de guerre. Ce sont les thèses d'un certain nombre de penseurs. Je songe à Raoul Vaneigem qui raconte tout ça dans le traité du savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Mais tout ça est faux. À chaque fois qu'on fait des découvertes archéologiques, on découvre des marques de guerre sur les squelettes des gens qui ont été massacrés, qui ont reçu des coups, qui ont reçu des coups de massue, qui ont reçu des coups de flèches, des flèches du moins, et ce qui montre que la guerre est consubstantielle à l'homme en tant qu'il est un animal dont l'éthologie peut rendre compte. Et on le voit très bien aujourd'hui. Quiconque ne tient pas le discours de la guerre est tout de suite mis au banc de la société, de l'intelligence ou de la morale. Vouloir la paix, surtout en temps de guerre, c'est déchoir. C'est toujours après qu'on est pour la paix. C'est toujours après qu'on estime que la guerre d'Algérie aurait pu ne pas avoir lieu, que la Deuxième Guerre mondiale aurait pu ne pas avoir lieu, et que la Première Guerre mondiale était une bêtise. Quelle connerie la guerre, disait Jacques Prévert. Sauf que les guerres, elles sont toujours faites par des gens, ils ont toujours besoin d'un siècle pour savoir que c'était une bêtise. Il leur faut des millions de morts pour savoir que c'était une bêtise. Il faut réfléchir à cette question de la guerre avec l'éthologie. La guerre n'est jamais que la question de la défense du territoire, défense et propriété du territoire, par des mâles dominants. Ce sont toujours quelques va-t-en-guerre qui décident de guerres qui sont faites par des individus qui n'ont rien demandé, qu'on va sortir du champ, de l'atelier, de la forge, et à qui on va dire « posez votre marteau, posez votre charrue, prenez des armes ».
et à les tuer, à les combattre. Faites la guerre pour nous. Pendant que les seigneurs décident des plans de bataille et envoient des gens sur les champs de bataille. C'est vieux comme le monde, on n'aurait pas la cruauté de parler des guerres d'aujourd'hui et des gens qui justifient ces choses-là. Pendant que les hommes font la guerre, les femmes font les enfants pour faire des soldats. L'homme est nomade, la femme est sédentaire. Elle est au bord du foyer. Le foyer, tel qu'on le signifie aujourd'hui, eh bien, c'est effectivement l'endroit où il y avait le feu, c'est-à-dire l'endroit où les femmes portaient les enfants, le ventre alourdi par des enfants, ou allaitaient les enfants, parce qu'elles venaient d'avoir des enfants, ou éduquaient les enfants. Et puis, elles faisaient la cuisine. Et elles me faisaient chauffer le mammouth, ramené par le mari. Et puis, les enfants étaient là, il fallait les habiller, donc il fallait tanner les peaux, il fallait coudre les peaux. Et donc, il y avait... Engels a très bien analysé tout ça dans l'origine de la famille et de la propriété privée, mais il y avait effectivement un partage des tâches qui, d'une certaine manière, restait le même. Les hommes nomades, les femmes sédentaires, les hommes qui tuent, pendant que les femmes ne font jamais la guerre. Rarement. En matière de polémologie, vous n'avez que des hommes, que de la testostérone. En matière d'irénologie, et c'est Irène, déesse de la paix, qui est une femme, vous n'avez que des femmes. La Grèce est constituée d'un certain nombre de cités, parce que Athènes, c'est pas exactement la même chose que Sparte. Et ces cités-là se font la guerre tout le temps, sans cesse. Et Aristophane écrit une pièce magnifique qui s'appelle Lysistrata. Et à un moment donné, Lysistrata, qui en a marre que les hommes fassent la guerre tout le temps, dit « Nous, on fait la grève du sexe. On ne touche plus à nos maris. Et on ne les touche plus tant que la guerre continuera. On les retouchera, toucher n'est pas forcément le bon mot, mais on ne s'en occupera que quand la guerre sera terminée, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes arrêtent la guerre. Et à ce moment-là, on va créer la paix. » Je pense que nous avons une surcharge de testostérone depuis des siècles et que l'intelligence féminine, la métisse, disaient les Grecs, la ruse, c'est une modalité de l'intelligence, entendons-nous bien en ce sens, eh bien, elle suppose que nous puissions réfléchir aussi en termes d'éthologie. On peut prendre des faits. Je peux rien, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais je pense que sur 10 prisons, vous en avez 9 pour les hommes, 1 pour les femmes, ou 8 pour les hommes, 2 pour les femmes. Pourquoi y a-t-il une sous-représentation? Moi, si j'étais féministe, j'exigerais la parité. Mais on se dit, il n'y a pas parité, et c'est tant mieux. Mais c'est au bénéfice des femmes. C'est une information sociologique qui mérite réflexion philosophique. Pourquoi si peu de femmes dans les prisons, et pourquoi tant d'hommes dans les prisons? Si on n'aborde pas la question sur le terrain de l'éthologie, effectivement, on ne pourra pas résoudre cette difficulté. Les hommes ont pris, les hommes, pas au sens humain du terme, mais plutôt les mâles, ont pris modèle sur les animaux et restent des animaux quand ils font la guerre. Ils attaquent, ils se protègent, ils tuent, ils se dissimulent, ils s'affranchissent des éléments. Et en fait, quand vous regardez ces pratiques guerrières, ce sont des pratiques qui sont exactement les mêmes chez les animaux. Les animaux font la guerre comme les hommes font la guerre, exactement de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, en matière d'attaque, j'avais répertorié toutes les armes naturelles chez les animaux. Les serres de l'aigle, les griffes du lion, les crocs du loup, les ergots du vautour, le bois du cerf, les ramures de l'élan, les cornes du rhinocéros, les défenses de l'éléphant, les dents du requin, les crochets du lucane, les dards du scorpion, les aiguillons de la guêpe, etc. etc. C'est pas étonnant que, en matière de protection d'un territoire, on parle de la défense nationale. C'est exactement le même mot. Eh bien, les hommes, eux, ont inventé, eux aussi, des objets contondants, des choses qui ressemblent à des serres, à des griffes, etc. On a taillé des pierres. On a obtenu des éclats qui taillaient et qui coupaient comme des rasoirs. On a emmanché ces pierres, parce qu'il y a eu probablement du corps à corps au début, puis après on a emmanché ces pierres sur des bouts de bois. Et puis on a fait des javelots, on a fait des flèches, on a projeté ces armes, on en a fait des projectiles, des armes de jet qui ont permis de transporter l'énergie thanatophilique, l'énergie de mort, à l'endroit de celui qu'on avait décidé de tuer. En matière de défense, c'est exactement la même chose. Il y a des animaux qui se défendent avec leur piquant, par exemple les porcs-épics, la carapace du tatou, la kératine du même tatou, ou les épines de l'épinoche, ou le venin du serpent. On a repris ça, exactement sous les mêmes formes. Mettez côte à côte un tatou et un tank, et vous verrez que d'une certaine manière, la forme naturelle a inspiré cette production prétendument culturelle. Les hommes ont inventé les casques, les armures, les cottes de mailles, et puis le blindage.
Ils ont inventé des poisons aussi. Ce qu'on appelle, moi quand je faisais mon service militaire, on appelait ça du NBC, du nucléaire biologique et chimique. Les fameux gaz moutarde sont des produits toxiques, comme il existe des produits toxiques et venimeux chez les animaux. Les pointes de curare, vous imbibez vos pointes de curare et vous savez que vous pouvez paralyser le système nerveux de l'ennemi, ou les gaz asphyxiants. Toutes ces choses-là procèdent également d'une imitation de la nature, ou d'une permanence de la nature en l'homme, ou d'une suite de l'animalité en l'humain. Attaquer, se défendre, mais aussi, par exemple, se dissimuler ou fuir. Ça fait partie des stratégies. Il y a des moments où il faut reconstituer un front percé, où il faut reconstituer un plan d'attaque, où il faut donner l'impression qu'on s'en va pour pouvoir ramasser des troupes qui vont pouvoir se reconcentrer autrement et différemment. Donc, il y a dans la guerre un art de se dissimuler, un art de fuir. Eh bien, on a exactement la même chose chez les animaux. Les pigments du caméléon, l'encre de la seiche, par exemple, ou le mimétisme d'un certain nombre d'insectes qui se transforment, par exemple, en feuilles, ou des phasmes qui se transforment en brindilles, ou la peau des poissons plats. Quand vous pêchez des poissons plats en Normandie, eh bien, vous voyez comment vous avez une partie blanche, c'est celle qui est sur le sol, sur le sable, et puis qu'on ne voit pas, donc, et puis une autre partie, le dos, qui est sableuse. C'est-à-dire que quand l'animal flotte, nage, les plis, les limandes, les sols, etc., eh bien, quand on les voit du dessous, quand un prédateur les voit du dessous, il voit du blanc, ça se confond, et c'est la même chose avec les anguilles, souvenez-vous, ça se confond avec la lumière qui, elle, arrive au-dessus de l'eau, et le blanc sur du blanc fait qu'on est invisible, et si le prédateur arrive par en haut, eh bien, la couleur sableuse ou sablonneuse de l'animal se confond au sable sur lequel il peut être posé, et à ce moment-là, on se dissimule. C'est la meilleure façon de préserver son existence. Eh bien, c'est la même chose avec les hommes qui ont purement et simplement inventé des tenues de camouflage. Pas toujours, hein. Il y a eu les pantalons Garance, rouge Garance des Français pendant la guerre 14-18, mais les tenues de camouflage, eh bien, elles existent suivant les lieux dans lesquels vous vous trouvez. Vous avez des tenues d'été, vous avez des tenues d'hiver, vous avez des tenues de camouflage en montagne, des tenues toutes blanches pour vous confondre à la neige, des tenues sable pour vous confondre au désert, des tenues qui sont feuillues pour vous cacher dans une nature ou dans la forêt. Donc, la dissimulation est commune aux hommes et aux animaux. Et puis tout à l'heure, je parlais également de l'affranchissement des éléments. Eh bien, on voit bien comment les oiseaux qui sont passés du terrestre à l'aérien, avec des millions d'années, bien sûr, eh bien, nous ont donné des modèles pour que nous puissions créer montgolfières, ballons captifs, des zeppelins, des dirigeables, puis après, des avions avec des propulsions diverses et multiples. On a commencé avec l'hélice. Et puis, il y a eu ensuite la tuyère, et puis aujourd'hui, des systèmes encore plus compliqués. On a les planeurs, les hélicoptères, ou les fusées ou les drones, et on voit qu'à chaque fois, il s'agit de citations de l'aile de l'oiseau et l'aile de l'avion. Je vous rappelle la nature sublime du Concorde en son temps. Le vol géostationnaire de l'hélicoptère, eh bien, il a été inspiré assez probablement par celui de la libellule, ou de l'oiseau mouche, ou du colibri. Vous voyez comment des avions peuvent piquer jadis, parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça que ça se passe, mais pour bombarder, et ces piquets citent d'une certaine manière les oiseaux de proie, les buses, les balbuzards, etc. Et puis l'usage des courants d'air par les gens qui font du planeur et qui savent que juste avec une traction et sans moteur, on peut faire des heures de vol juste en utilisant les courants qui montent, qui descendent, les courants chauds, les courants froids qui nous permettent de nous déplacer sur des longues distances. Eh bien, les animaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, les papillons, qui sont des animaux migrateurs, ou les oiseaux, utilisent eux aussi ces courants pour économiser de la force, de l'énergie et se déplacer sur de longues durées. Même chose avec l'élément liquide, dont j'ai dit tout à l'heure que nous le maîtrisions avec les bateaux, les sous-marins, ou le sonar, qui nous permet de prendre connaissance de l'élément sous-marin, c'est-à-dire que comme les dauphins ou comme d'autres animaux, les baleines qui utilisent des sonars, on a la possibilité, en envoyant des ondes qui se répercutent sur les fonds et qui nous reviennent, d'interpréter les fonds sous-marins et de savoir si effectivement on peut continuer à plonger ou s'il faut s'arrêter pour éviter de percuter le sol sous-marin. Et puis, dernière citation en date, encore qu'on ne soit pas au courant de toutes les armes inventées, car l'invention des armes fait partie justement de la défense, du secret défense et du secret national, et il est bon que nous n'en sachions rien.
Encore que aujourd'hui l'essentiel des armes est plutôt sur c'est un clavier. Aujourd'hui, le terrorisme probablement nous fera la démonstration un jour qu'avec un clavier d'ordinateur, on peut prendre possession d'une centrale nucléaire et qu'on peut bloquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire avec un pur clavier, avec un simple clavier. On n'a pas besoin de projeter des Boeing sur Flamanville pour commettre des catastrophes. N'importe qui soit un hacker expérimenté peut aujourd'hui prendre en main d'une certaine manière le cerveau d'une centrale nucléaire. Et vous verrez avec le nématode, avec le parasite dont je vais vous parler, qu'on est en plein dedans. L'une des dernières armes connues, c'est le fameux taser, qui a été inventé par Jack Cover en 1972. Eh bien, ce taser cite évidemment les torpilles qui dégagent une électricité qui peut foudroyer les gens qui sont touchés par cette torpille. Et il n'est pas étonnant non plus que le poisson torpille ait donné son nom aux torpilles, qui sont les instruments que vous savez. Même chose avec la Terre, qui elle aussi a donné des modèles. La fameuse chenille, regardez comment se déplace la chenille, et c'est pas non plus un hasard que des mots comme défense soient entrés dans le vocabulaire militaire, ou que d'autres mots, torpille par exemple tout à l'heure, soient rentrés dans le vocabulaire militaire. Eh bien la chenille, on le sait très bien, fait partie du vocabulaire militaire. C'est un mode de déplacement qui est effectivement copié des fameuses chenilles. Quand on fait débarquer le LEM sur la Lune pour faire circuler une petite voiture, etc., on voit bien que tout ça est fait avec des roues, mais que sur les roues, vous avez des chenilles. L'homme est donc un prédateur, comme les autres animaux, et ce caractère belliqueux est pris en main socialement. C'est-à-dire que si vous êtes tueur pour vous-même, si vous travaillez pour votre propre compte, si vous faites la guerre pour vous, alors à ce moment-là, on parle de crime, d'homicide, de meurtre et d'assassinat, et puis vous allez au tribunal et on estime qu'il s'agit de délinquance et qu'il faut punir cette délinquance de prison. Il y a donc de la réprobation sociale. Quand j'utilisais tout à l'heure l'expression de Max Weber en disant de l'État qu'il disposait du monopole de la contrainte légale, eh bien, c'est la même chose. L'État dispose du monopole de la guerre. C'est lui qui décide de la guerre. C'est lui qui décide que parfois, il ne faut pas tuer et que ça n'est pas bien de tuer, et que parfois, c'est plus le cas, c'est pas bien de tuer, mais que c'est pas bien de ne pas tuer. Parce qu'il est bon de tuer. Pour le coup, quand on tue pour autrui, quand on tue sur ordre, à ce moment-là, on parle de patriotisme, de sacrifice, de dévouement, d'abnégation, d'héroïsme, et pour le coup, on peut avoir des décorations. Et on a même la reconnaissance de la nation là où les précédents avaient la réprobation sociale. Donc on voit bien que Orwell a d'une certaine manière raison quand il nous dit « tu ne tueras pas », sauf dans certains cas. Et effectivement, ce fameux commandement qui nous interdit de tuer, eh bien, on estime qu'on peut aller au-delà, et même les chrétiens, les premiers théoriciens de la guerre dite juste, s'appelait Saint Augustin, et un petit peu plus tard Saint Thomas d'Aquin. Et un certain nombre de saints reconnus par l'Église sont ceux qui ont donné une forme juridique à ce bellicisme animal en nous disant qu'il était légitime si le souverain le décidait. Ne tuez pas si vous en avez le désir personnel, mais si on vous invite à le faire pour le bien de l'État, alors faites-le, et faites-le massivement. C'est donc toujours une affaire de nature, où l'on voit que par-delà le bien et le mal, il y a effectivement de la vie, de la mort, et que la nature n'est pas idyllique. Elle n'est pas du tout ce que parfois les urbains racontent, les naturalistes, les écologistes, les néo-panthéistes, ou des promeneurs du dimanche, ou des randonneurs, pas tous, bien sûr, mais qui ont plutôt une vision idyllique de la nature. Il y a un très beau film, Into the Wild, qui nous montrait un amateur de taureaux, Henri David Thoreau, le philosophe, qui partait dans la nature pour vivre selon les principes de la nature et qui meurt de méconnaître la nature, puisqu'il mange des substances toxiques, champignons ou herbes, je ne sais plus, enfin des champignons, je crois, et où l'on voit effectivement qu'on n'est pas dans une logique du bien et du mal, on est juste dans une logique de la vie et de la mort pour que l'espèce puisse continuer à être et à durer. Il y a dans cette nature qui est vraiment par-delà le bien et le mal, autant de vie que de mort. Il y aurait plus de vie ou plus de morts, on verrait la différence. Et effectivement, il y a un équilibre, ce qu'on appelle une homéostasie. Ce qui manque ici se retrouve compensé ailleurs.
Je lisais chez Gaston Boutou, justement, l'inventeur de la polémologie, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais qu'il a fallu 4 ou 5 années pour repeupler démographiquement ce qui avait été détruit en Europe par la Deuxième Guerre mondiale. C'était assez sidérant. Lui estime que les guerres sont là pour réguler démographiquement, et que c'est une espèce de jeu de l'homéostasie de la nature, et qu'elle fonctionne sur ces principes-là. Mais effectivement, autant de vie que de mort, autant de naissance que de trépas, d'entraide que de nuisance, d'instinct maternel que de pulsion de mort, de femelles qui mettent bas et qui allaitent, et que de mâles qui dévorent leurs enfants et ravagent leur nid. Mais il y a aussi l'inverse, des mâles qui nourrissent et puis des femelles qui détruisent. Et on voit bien qu'un léopard qui poursuit et dévore la gazelle se trouve au-delà du bien et du mal. C'est exactement la même chose avec l'acacia dont je parlais tout à l'heure et les impalas. C'est ni bien ni mal. Les individus comptent pour rien. Ce qui importe, c'est l'être de l'espèce. Ça, c'est ce qui constitue une première partie et qui nous permet de savoir comment fonctionne la volonté, la puissance de la volonté. Et je voudrais, dans un deuxième temps, vous parler d'un animal qui m'est cher, d'un ver parasite, et qui s'appelle le nématode. C'est intéressant parce que, vous verrez, autour de vous, vous en connaissez plein de nématodes. Ça nous permet de revenir aux anguilles parce que ça permet de réfléchir également à la question de la prédation. Il y a des prédateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont des prédateurs et des gens qui ne le sont pas, mais qu'il y a en nous des doses de prédation, que nous le sommes tous, plus ou moins. Il n'y a pas d'un côté les bons qui ne seraient jamais prédateurs et de l'autre côté les méchants qui le seraient toujours et tout le temps. Il y a simplement en nous des parts de prédation qui nous font obéir, là aussi et là encore, à un programme. Je vais prendre l'exemple de ces anguilles dont je vous disais qu'elles étaient en péril parce qu'elles avaient des prédateurs qui sont les hommes. Et nous avons effectivement fait beaucoup de choses pour détruire la vie et le vivant. Je vous parlais tout à l'heure de la Dive, de ma petite rivière d'enfance. Eh bien, effectivement, le vivant a presque complètement disparu. On n'a plus que de l'artifice ou de l'artefact, des faux poissons qu'on jette de temps en temps. Et on voit bien effectivement que les hommes, en polluant les sols, les sous-sols, en déversant dans la rivière tous leurs produits détergents, ont ravagé évidemment l'eau. On a fait des barrages, les anguilles ne peuvent pas remonter les barrages. Alors parfois on a fait des remontées pour les barrages, de façon à ce que les anguilles puissent grimper. Ça reste quand même une espèce de serpent, donc ça peut grimper dans la terre et dans l'herbe. Les pêches, les alevins, les gens qui consomment des tonnes et des tonnes et des tonnes de pibales, c'est vendu terriblement cher, au prix de l'or dans un certain nombre de pays, l'Espagne, le Japon, etc. Donc la prédation est considérable, c'est l'homme qui est un prédateur de cet animal, mais il y a aussi un animal qui est prédateur de cet animal. Et c'est un ver qu'on dit nématode, Anguilli colloïde crassus, si vous voulez l'appeler par son prénom. Et il y a également un virus qui s'appelle Evex, et qui est un virus qui est venu du Japon, importé par un seul pisciculteur, qui a réussi à contaminer la presque totalité des océans de tout ce qui relève de l'Europe et de l'Occident. On peut avoir jusqu'à 6 à 7 nématodes dans une vessie d'anguille, et évidemment, les nématodes se nourrissent du sang de l'anguille. Elle a besoin de son sang, évidemment, pour faire son trajet de la Dive au Sargasse, et la vessie se trouve dégradée, son élasticité se trouve réduite, et puis parfois la vessie est totalement détruite, et on sait que la vessie est natatoire et qu'elle rend possible la nage, et que cette nage elle exige une flottabilité. Et souvenez-vous, il y a des flottabilités induites par les lunes et les soleils, et quand il y a des changements de luminosité, des changements de température, l'anguille monte ou descend, et elle préserve évidemment son existence parce qu'elle sait très bien qu'elle évitera un certain nombre de prédateurs en montant ou en descendant, c'est-à-dire en nageant à des surfaces qui sont calculées avec la totalité de son corps, avec la ligne de flottaison, qui sont des espèces de sixième sens, assez probablement, parmi bien d'autres sens, et puis aussi avec cette vessie, qui est un instrument de connaissance du monde. Donc on voit bien que quand ces vers parasites sont dans les vessies des anguilles, eh bien les anguilles ne peuvent pas faire le trajet qu'elles doivent faire pendant les 6 mois qui les conduisent des rivières françaises à la mer des Sargasses.
Le nématode, alors le fonctionnement du parasite, c'est pratiquement toujours la même chose. C'est un animal qui a besoin d'un autre animal pour pouvoir se reproduire. Le ver solitaire, par exemple, a besoin des humains. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un port et que vous devez pouvoir vous trouver dans l'estomac, dans l'intestin même d'un humain, il va falloir que vous trouviez un truc. Et donc c'est en mangeant par exemple de la viande de porc pas assez cuite qu'on peut se trouver infecté et se retrouver avec des vers annelés ou avec des vers solitaires qui sont des vers parasites qui se nourrissent de vous et qui en même temps, quand ils se seront nourris, eh bien, auront obtenu d'abord votre anémie, votre fatigue et votre maladie, mais auront obtenu leur santé, leur être, leur durée, leur durabilité, si vous me permettez ce néologisme. Et bien là, le nématode adulte est mangé par un hôte, un petit crustacé d'eau douce ou d'eau de mer, par exemple, ou par un poisson, et le parasite entre dans l'animal qui se trouve mangé, ça peut être ici, par exemple, l'anguille, bien sûr, et le ver colonise la vessie. Il pond des œufs, et ces œufs sont rejetés par le tube digestif, puis la bouche de l'animal parasité. Ils retombent sur le sable, et ils sont mangés à nouveau. Le cycle continue ainsi, et effectivement, la reproduction de ces animaux parasites peut se faire grâce à des animaux qui eux-mêmes auront été parasités, et l'espèce entière peut se trouver parasitée. Ce fameux nématode, qui ressemble à un long ver, qui fait 10-15 cm, extrêmement fin et plutôt blanchâtre. Il y a quelques vidéos d'ailleurs que vous pouvez voir qui ont été faites par, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en bibliographie, par un chercheur du CNRS qui a fait un travail extraordinaire sur ce sujet-là. Mais ces fameux nématodes peuvent parasiter des grillons, des araignées, des sauterelles, des criquets, des menthes religieuses et bien sûr d'autres animaux. Le ver manipule le comportement de l'insecte. Il a besoin de cet insecte donc pour être conçu, pour naître, pour vivre et se reproduire et mourir. De sorte que ce que fait le ver n'est pas plus voulu que ce que subit l'insecte. On est toujours dans la logique bien signalée par Schopenhauer, c'est-à-dire que le ver ne choisit pas de parasiter une anguille. Le nématode ne s'est pas dit « je vais parasiter une anguille ». Il obéit à son programme qui suppose le parasitage de l'anguille. L'anguille n'a pas choisi non plus d'être parasitée. Elle subit l'obéissance au programme du nématode qui a besoin de sa vessie pour pouvoir exister. On voit bien donc que l'un et l'autre obéissent à la même pulsion de vie. C'est la vie qui se joue dans cette aventure. Il s'agit pour le ver d'être, fût-ce au détriment d'un autre animal. Et nous en sommes souvent là. C'est ce que dit Nietzsche quand il parle de la volonté de puissance. Personne n'accepterait de sacrifier sa vie pour qu'un autre survive si l'hypothèse lui était proposée. On sauve sa peau. Et on sauve sa peau en faisant tout et n'importe quoi. Souvenez-vous des nazis, Styron a fait un roman terrible sur ce terrain-là, Le choix de Sophie, mais on peut très bien se retrouver dans des configurations où effectivement on va nous demander de choisir entre notre vie et la vie d'autrui. Seuls quelques héros choisissent leur vie pour sauver la vie d'autrui, mais le tropisme naturel est plutôt celui du maintien de soi-même. Les animaux sont donc les instruments du dessein de la nature. Or, nous sommes des animaux, donc nous sommes aussi des instruments du dessein de la nature. Il n'y a ni maître, ni esclave, ni domination, ni servitude. On n'est pas dans ce genre de logique. Nous sommes dans une logique de mécanique des fluides, de physique, d'une certaine manière. Il y a des forces, il y a des flux, et nous sommes au carrefour de plusieurs forces et de plusieurs flux. Ce qui se passe avec l'anguille se passe aussi avec des grillons. Et les images dont je vous parlais tout à l'heure, elles concernent des grillons qui sont assez... C'est assez impressionnant quand on voit le film. Les grillons, par exemple, peuvent manger un animal contaminé. Et on retrouve parfois des grillons auprès de cours d'eau. Ça peut arriver, mais c'est pas là qu'on les retrouve. Sur le terrain de football de mon enfance, il y a des grillons où actuellement, on fait l'université populaire du Goût à Felles. Et il y a une période où on les entend et c'est un chant fabuleux pour ceux qui les connaissent. Mais ils sont rarement près de l'eau. Mais parfois, ils ont des comportements aberrants. Et on les trouve justement près de rivières, de ruisseaux, de lacs, de mares, mais aussi de piscines ou de toilettes publiques ou de douches de camping, par exemple. Et ce grillon qui est contaminé va vers cette source d'eau pour s'y jeter. Et le grillon se jette dans l'eau, et à partir de ce moment-là, on le voit, il est sur le dos, il est amorphe, les pattes sont tétanisées. Et à partir de ce moment-là, toujours obéissant à son programme, le ver perfore l'abdomen du grillon et on le voit sortir dans l'eau.
Sauf qu'il va crever si ça se passe dans une piscine, parce que c'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est que ça se fasse dans l'eau, mais dans une piscine avec du chlore, de l'eau de javel, etc., plus les desquamations, les crottes de nez, les poils, etc., des piscines, eh bien, ça vous tue un nématode en moins de 2. Eh bien, il se fait que ceux-là vont mourir, mais toujours est-il qu'ils auront vécu. Si en revanche ils se retrouvent dans des rivières, ça se passera mieux pour eux. On les voit vivre à ce moment-là, ils font une dizaine de centimètres de long, et ils ont vécu dans la cavité abdominale du grillon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans son intestin, mais dans sa cavité abdominale. C'est-à-dire qu'ils sont au bon endroit, c'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas complètement l'animal, mais ils le parasitent, et ils peuvent continuer à vivre dans l'animal. Mais ce qui est intéressant, et parfois un grillon peut porter jusqu'à 2 ou 3 vers dans sa propre cavité abdominale, c'est que ce nématode prend possession du cerveau de l'animal. Et c'est là que la logique du parasitage est assez singulière, parce que le nématode programme l'insecte et modifie sa physiologie. Il fait créer par le grillon un certain nombre de cellules nerveuses en surnombre, et avec ces cellules en surnombre, eh bien, il y a des molécules qui sont mimétiques, qui sont créées par le ver, intégrées par le grillon, et d'un seul coup, ce que veut le ver, le grillon le voudra. C'est-à-dire qu'il le pilote, il prend possession de son cerveau. Quand je vous disais tout à l'heure qu'une centrale nucléaire étant pilotée par informatique, il vous suffit de prendre possession du cerveau informatique d'une centrale nucléaire et vous parasiter, c'est-à-dire vous faites faire à la centrale nucléaire ce que vous souhaitez qu'elle fasse, c'est-à-dire elle peut s'arrêter. Si elle s'arrête, ça chauffe, ça surchauffe. Si elle surchauffe, elle explose et vous obtenez ce que vous voulez. Et bien là, on a un exemple de ce qu'est le parasitage. Le ver, le nématode, programme l'insecte et modifie son cerveau, prend possession de son cerveau en créant les molécules qui sont reconnues par le cerveau du grillon. Et à partir de ce moment-là, le ver prend les commandes du grillon à son seul bénéfice. C'est-à-dire que quand le grillon s'en va vers la piscine, si vous lui posez une question et que vous lui demandez pourquoi il fait ça, il va vous expliquer probablement qu'il aime beaucoup la natation et qu'il fait un peu chaud, qu'il voudrait se rafraîchir, et il ira directement dans la piscine. Spinoza aurait pu écrire « Les grillons se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent ». Parce qu'on voit effectivement comment la chose fonctionne. Nul ne fait le mal volontairement. Eh bien, on est exactement dans cette configuration-là. Le ver n'a pas de prédateur, mais parfois il peut être mangé par des poissons. Mais quand il est mangé par des poissons, eh bien, il sort des branchies du poisson. Quand c'est une grenouille, il sort par le tube digestif. Et il y a des images où on voit effectivement le ver nématode qui sort de la bouche de la grenouille parasitée. On voit bien effectivement qu'il en va de la vie. On est toujours dans une logique de vie. Le grillon qui est parasité peut ne pas mourir. Quand il a été parasité de cette manière-là, il peut aussi mourir. Mais singulièrement, quand il aura été parasité et qu'il aura survécu, il devient stérile. Où l'on voit donc qu'il ne peut pas servir 2 mètres à la fois, et que quand vous avez rendu possible la vie d'un nématode, vous ne pouvez plus rendre possible votre propre vie, un peu comme si vous aviez épuisé votre force vitale au profit d'un autre animal. Dans le cours d'eau, quand le nématode s'y retrouve, quand c'est pas une piscine, quand c'est pas un pédiluve ou je sais pas quoi, et qu'effectivement on est dans la nature, eh bien ces animaux-là s'accrochent à des branches ou à des pierres et font des nœuds. Il y a des nœuds de nématodes. On ne sait pas comment ils communiquent. Toujours est-il que les femelles s'en vont vers ces morceaux de bois sur lesquels sont les fameux nœuds de nématodes. Les femelles repèrent l'agrégat, et puis il y a de l'accouplement, de la ponte et de l'infection à nouveau, et le cycle continue. Où l'on voit que les animaux auront eu besoin de ça pour pouvoir continuer à être, pour se nourrir, pour être et pour durer. Il y a une longue liste, j'ai été très impressionné quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, mais une longue liste d'animaux qui sont manipulateurs et manipulés. La nature est pleine de ces programmes. On voit bien qu'effectivement, il y a certains programmes qui sont lisibles et visibles. C'est plus difficile pour les hommes, c'est plus compliqué pour les humains de savoir quel programme anime tel ou tel. Parfois, on sait bien, quand on a affaire à tel ou tel, que certains sont animés par des programmes destructeurs. Il y a des gens toxiques. Il y a des gens dont on dit qu'ils sont méchants, ils sont simplement animés par quelque chose qui, d'une certaine manière, serait un nématode ontologique.
Ils ont été déterminés, non pas par un ver réel, encore que, on va le voir, mais contaminés par un psychisme qui, lui, aurait été constitué par une histoire. C'est autre chose. On pourra en parler, si vous voulez, dans les questions, mais c'est autre chose. Il s'agit, pour le coup, ce que veut la vie, c'est la vie. Et ce que veut la vie, c'est justement utiliser la mort pour que la vie soit toujours. Mort de l'individu pour obtenir la survie de l'espèce. On le sait, le christianisme est dans une logique totalement inverse. Voilà pourquoi il faut absolument distinguer, dans une logique chrétienne, l'homme de l'animal. Si vous dites, mais si nous sommes des animaux, ce qu'il advient de nous après notre mort, c'est exactement la même chose que ce qu'il advient d'un hérisson écrasé sur la route, ça n'est pas possible. Le hérisson n'a pas d'âme, l'homme a une âme. Et donc il y a une survie de l'humain, disent les chrétiens, dans les formes que vous savez, mais pas de survie du hérisson. Pas de paradis pour les hérissons, pour les blaireaux, l'animal, je pense, hein, parce que certains blaireaux doivent avoir droit au paradis, mais ou les autres animaux qu'on retrouve parfois sur les bas-côtés de la chaussée. Je voudrais dire deux mots aussi de la toxoplasmose, parce que c'est une maladie qui est bien connue et qui est assez singulière. C'est un protozoaire qui, lui, ne se reproduit qu'avec les chats. C'est ainsi, et c'est assez bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et le protozoaire va se servir de souris et de rats pour parvenir à ses fins. Quand vous êtes un protozoaire, c'est pas facile de vous retrouver avec des rats, des souris, piloter des rats et des souris. Alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ce parasite agit, lui, sur des petits mammifères exactement de la même manière, avec des programmations moléculaires qui font disparaître la crainte du chat chez les rats et chez les souris. On le sait, les chats font peur aux rats et aux souris, naturellement, c'est un programme qui est ainsi intégré. Eh bien là, les molécules de ce protozoaire vont inhiber la peur du chat chez des rats et des souris qui, évidemment, vont aller jouer sous le nez du chat et de la souris qui va manger le chat et la souris. À partir de ce moment-là, il y a une contamination du chat qui lui-même va infecter les humains. Alors on peut s'infecter de manière multiple avec des viandes contaminées, j'en ai parlé tout à l'heure, des viandes qui ne seraient pas assez cuites par exemple, ou des légumes qui ont été souillés ou mal lavés, du lait contaminé, des matières fécales de chats infectés, il y a des gens qui changent leur litière sans se laver les mains, des mains non lavées, des transplantations d'organes parfois, ou les mères pendant des grossesses, mais on voit dans ce processus que le rat, la souris, le chat ou les humains sont assez homogènes pour qu'un même parasite circule des uns aux autres, où l'on voit que effectivement il y a une similitude physiologique, biologique, anatomique et d'une certaine manière ontologique et métaphysique. Ces similitudes, elles sont visibles dans ces cas-là. Par exemple, la toxoplasmose, quand elle concerne les humains, elle suppose que le cerveau soit lui aussi manipulé. Le cerveau des gens atteints de toxoplasmose est manipulé par ce protozoaire qui a eu besoin d'inhiber la peur du chat chez des petits rongeurs pour qu'il se fasse manger afin de pouvoir être et se reproduire. Vous voyez le mécanisme. Ça peut vous faire penser à un beau-père, une belle-mère, un copain, un voisin, mais vous voyez comment les choses fonctionnent. Eh bien, quand la toxoplasmose attaque un humain, le cerveau se trouve manipulé et on constate un dysfonctionnement de la liaison plaisir et peur. Ce qui habituellement vous fait plaisir ou ce qui habituellement vous fait peur ne vous fait plus peur ou ne vous fait plus plaisir. Et on a constaté que tout ça faisait apparaître une neuropathologie ou des neuropathologies chez les humains, et notamment des schizophrénies, des dépressions nerveuses ou des idées suicidaires. Cette maladie particulière, elle concerne tout de même 1/3 de la population mondiale. Ça veut dire 1/3 de l'amphithéâtre de l'université populaire. Je vous le dis, hein. Ça fait 2 milliards d'individus sur la planète. Donc, on découvrira assez probablement un jour pourquoi des comportements, des gens sont agressifs, des gens sont dépressifs, des gens sont schizophrènes, des gens sont criminels, des gens sont ceci ou cela, etc. Et on découvre une biologie de ces choses-là, une anatomopathologie d'une certaine manière de ces choses-là, ce qui est assez terrible, mais c'est une direction qu'on ne pourra pas prendre tant qu'on aura cette façon singulière de croire qu'il y a un libre arbitre, que nous voulons, que nous choisissons, que nous voulons ceci plutôt que cela, etc. Cette façon de souscrire encore au libre arbitre judéo-chrétien fait que nous ne pouvons pas penser le corps comme un corps, le monde comme un monde, la matière comme une matière. Il y a aujourd'hui une étiologie assez magique des maladies
Et la psychanalyse ou la psychologie ont, hélas, fait parfois beaucoup de mal. Quand vous avez imaginé que ce protozoaire qui soit responsable de la toxoplasmose de telle personne ait généré un jour une dépression nerveuse, eh bien, comment allez-vous expliquer la dépression nerveuse quand vous allez voir votre médecin? Il va vous expliquer votre femme, votre belle-mère, votre enfant, votre milieu, votre boulot, votre ceci, votre cela. Non, un chat. Un chat et un protozoaire, un rat, une souris. Donc évidemment, ce sont des causalités biologiques, anatomopathologiques, disais-je tout à l'heure, mais des causalités auxquelles on ne veut pas souscrire. Ça voudrait dire que nous sommes des animaux. Ça voudrait dire que les humains que nous sommes devraient en rabattre un peu de leur superbe. Alors on a des étiologies particulières, des explications de maladies tout à fait particulières avec la psychologie. Au départ, on nous a dit une maladie n'est pas une maladie, elle est plus qu'une maladie. Vous avez une angine, ouais, mais c'est pas étonnant, c'est que vous n'avez pas envie de parler. Vous avez envie de vous enfermer dans le silence. Ça veut dire que vous n'aimez pas beaucoup votre mari ou votre femme, parce que si en gros vous avez une angine blanche et que ça vous fait mal d'avaler des trucs, c'est que peut-être, toute la causalité magique, on a la même chose avec Freud et son fameux inconscient phylogénétique. Quel que soit votre problème, il est toujours édipien. Donc si vous avez une dermatose, c'est que vous avez un prurit édipien et que vous avez envie de coucher avec votre mère. Il y a Grodek qui a fait aussi beaucoup de mal dans ce sens-là, lui aussi un psychanalyste qui, d'une certaine manière, invente le psychosomatisme. Non pas évidemment que psyché et soma soient sans relation, puisque psyché et soma sont deux modalités d'une même matière, mais une psyché immatérielle, comme l'imaginent les tenants d'une psychologie freudienne ou néo-freudienne, cette façon d'imaginer qu'effectivement il y aurait de l'immatériel et que l'immatériel agirait sur le matériel, suppose que nous passions par le symbolique. Et on vous dit, par exemple, vous avez fait une crise cardiaque, normal, vous avez des problèmes de cœur. Vous avez une lombalgie, c'est normal, vous avez plein le dos. Alors je vous dis pas si vous avez un cancer du rectum. Dans l'esprit de Grodek, moi je suis pas grodekien. Vous avez aussi Lacan, qui va nous donner des explications à partir de son inconscient structuré comme un langage, et structuré comme un langage qui détermine des pathologies. Par exemple, vous avez couru, vous avez fait une luxation du genou, par exemple, et donc vous avez un genou luxé. Ah oui, vous avez juste mal couru, vous avez marché sur une pierre, etc. Vous êtes luxé le genou. Pas du tout. Genou, c'est J-E, trait d'union, nous, N-O-U-S. Donc c'est vous et votre relation avec autrui. Donc c'est pas une pierre qui a causé votre problème au genou, c'est votre relation avec le monde. Donc vous voyez pourquoi il fallait payer très cher, des séances très courtes, pour pouvoir être pas soigné. Après, vous avez des choses qui aujourd'hui relèvent de ce que moi j'appelle la sociologie farcesque, parce que j'ai vu des articles extrêmement sérieux qui nous expliquaient que le soutien-gorge était l'une des causes du cancer du sein. On oublie quand même qu'il y a des cancers du sein chez les hommes et que, sauf quelques rares fétichistes, on ne porte pas des soutiens-gorge. Et puis vous avez le récit médical des diaphoirus d'aujourd'hui qui vous explique que, même chose, si vous avez un cancer de ceci ou de cela, c'est que vous manquez d'exercice physique. Comme si les sportifs de haut niveau ne mourraient jamais de cancer. Conclusion. Ce que nous dit le nématode, ce fameux ver parasite, c'est que finalement toute chose fonctionne sur le même principe, que le vivant fonctionne toujours sur le même principe, qu'il y a une intelligence primitive, une force brute, une énergie aveugle, une volonté de vie payée par la mort, mais aussi une volonté de mort payée par la vie, et que tout ceci constitue un cycle perpétuel. Les individus sont tous soumis au programme qui les veut. Nous sommes soumis à des programmes qui ont voulu que nous soyons ce que nous sommes et pas autre chose. La preuve, on n'est jamais capable d'être le contraire de ce que l'on est. On ne peut pas, si on aime lire, cesser d'aimer lire. On ne peut pas, si on n'aime pas une chose, se mettre à l'aimer d'un seul coup. Il y a des tropismes qui sont ainsi et qui nous constituent. Après, il faudrait rentrer sur les façons dont ces tropismes sont constitués, mais il y a d'autres déterminismes, sociologiques, historiques, génétiques, divers et multiples, bien sûr. Mais c'est l'espèce qui fait la loi. Et nous sommes des jouets de l'espèce. Nous subissons la loi de l'espèce quand nous faisons des enfants, quand nous procréons, quand nous faisons des familles. Et effectivement, on imagine qu'il y a, je vous renvoie à Schopenhauer et à sa métaphysique de l'amour, de la tendresse, de l'affection, ça n'exclut pas. Mais il y a quand même derrière tout ça, nous dit Schopenhauer, une espèce de grande puissance de la nature. Nous croyons vouloir quand nous sommes voulus.
C'est la leçon que nous donne le nématode. Chacun d'entre nous se retrouve au carrefour de programmes aveugles qui nous déterminent, et d'une certaine manière, je parlais tout à l'heure de ces leçons qu'on prend quand on est en avion, quand on prend de la hauteur, au sens réel du terme, c'est-à-dire quand on voit la Terre, on voit effectivement de temps en temps des villes, et quand vous survolez Londres, Singapour, ou des mégapoles assez immenses, ou quand vous traversez la France et que vous avez l'espèce d'arc du Rhône, et que vous voyez toutes ces lumières, vous savez que ce sont des villes, qu'il y a un tas d'individus, eh bien effectivement, il m'est arrivé, survolant des mégapoles planétaires comme ça, de penser à ces fameux nœuds de nématodes. J'ai l'impression que les nœuds humains sont des nœuds de nématodes et vice-versa, mais que l'idée que, in fine, nonobstant tout ce que nous avons fait, des belles architectures, des romans sublimes, des symphonies extraordinaires, etc., eh bien effectivement, il y a de l'obéissance au programme et que nous ne choisissons pas grand-chose. Ne désespérez pas pour autant. Donc Schopenhauer, c'est un gros livre. Il a commencé ça à l'âge de 19 ans et puis il a terminé ça à la fin de son existence. Ça fait 1500 pages. C'est parfois ardu parce qu'il y a des passages concernant justement le noumen, le phénomène kantien, l'intelligible et le sensible platonicien, le nirvana chez les bouddhistes. Schopenhauer disait qu'il était un mélange philosophique de Platon, de Kant et de Bouddha. Enfin, de Bouddha, Platon, Kant, pour prendre dans l'ordre. Et donc, c'est une méditation extrêmement intéressante qui justement, est sidérante dans l'histoire de la philosophie occidentale. Et il faut toujours dire que la grande secousse intellectuelle de Nietzsche, c'est ce livre, Le monde comme volonté, comme représentation. C'est-à-dire que sans Schopenhauer, Nietzsche n'aurait jamais eu lieu. Et par plein de points de jonction, on voit bien que Nietzsche est resté un Schopenhauerien sur des sujets majeurs. Le sujet central, justement, du fameux villeux, du vouloir, qui devient chez lui volonté de puissance, même s'il n'y a pas le fatalisme et la tragédie de Schopenhauer. Schopenhauer est quelqu'un pour qui il n'y a rien à faire, quoi, sauf ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la pitié, la contemplation esthétique et l'ascèse sexuelle, mais Nietzsche dit que c'est pas suffisant. Et Nietzsche lui propose une positivité qui sera le surhomme, mais au bout du compte, le surhomme est une vraie figure de la tragédie. Quand c'est le dernier moment philosophique de Nietzsche, Nietzsche nous dit un surhomme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait que le réel, c'est ça. C'est du vouloir, c'est du villeux, c'est de la villeux de Sourmartre, de la volonté de puissance, et qu'on n'a pas le choix. Et quand on sait qu'on n'a pas le choix, quand on sait que le réel, c'est ça, quand on sait qu'on n'a pas le choix, et quand on aime ça, amor fati, dit Nietzsche, en latin, aime ton destin, alors on est un surhomme. Le surhumain, c'est ça, c'est la réponse à la tragédie contre laquelle on ne peut rien. Il y a un autre livre qui est plus facile d'accès, je dirais, qui s'appelle « De la volonté dans la nature », texte de jeunesse, et moins épais aussi, et parfois plus concret. On ne va pas rentrer dans le détail de la bibliographie schopenhauerienne, mais vous avez d'autres petits livres faciles à lire, qui s'appellent par exemple « Aphorismes sur la sagesse dans la vie », je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, mais qui sont des lectures philosophiques par le pratique, par des choses éminemment pratiques. Ou un autre, encore plus épais, mais facile à lire en morceaux, qui s'appelle « Parerga et Paralipomena », avec des considérations sur les tables qui tournent, sur la capacité des génies à supporter le silence, sur le fait que le bruit est le signe d'une décadence de civilisation, c'est pas faux, hein, l'incapacité à être seul, solitaire, silencieux, etc. Et Schopenhauer est un philosophe important. Voilà pour Schopenhauer. Pour l'éthologie, je vous disais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et il y a ce dictionnaire de l'éthologie de Klaus Himmelmann, chez Pierre Mardaga, qui est un éditeur qui avait publié des choses assez bienvenues contre la psychanalyse en son temps. Et c'est un livre intéressant, sous forme de dictionnaire. Celui qui a beaucoup fait pour l'éthologie en France, c'est Boris Cyrulnik. Et moi, j'avais été très marqué par ces deux livres-là, Sous le signe du lien, et puis un autre qui s'appelle Mémoire de singe et Parole d'homme. C'est chez Pluriel en livre de poche. Et ouais, je crois que c'était chez Odile Jacob, sinon pour les éditions premières. Mais voilà, deux livres extrêmement intéressants, très concrets. Cyrulnik est un pédagogue qui explique bien et qui raconte justement comment, par exemple, dans des laboratoires, on a filmé des mères qui n'aimaient pas leurs enfants
Et on voyait qu'il ne le désirait pas, qu'il n'avait pas voulu un enfant qui arrivait non désiré. Et il expliquait que la façon qu'avait la mère de tenir l'enfant était une communication. C'est une communication non verbale, et l'enfant décodait que cette façon qu'avait la mère de le tenir était une façon de dire qu'elle ne tenait pas lui, si vous voulez. Je ne voudrais pas faire mon freudien, mais il disait, voilà, le mépris, le refus, la haine, ce genre de choses, ça se dit par des gestes. Quand on ne s'abandonne pas, ça se voit. Et quand on n'aime pas, ça se voit aussi. On peut dire qu'on aime, si on n'aime pas, ceux qui savent voient. Eh bien, lui, il explique comment, effectivement, on expliquait aux mères qu'elles avaient tort de se sentir coupables de ne pas aimer leur enfant, parce qu'on dit, bah oui, si vous ne l'avez pas mérité, si vous avez, je sais pas quoi, 16 ans, 17 ans, que ça s'est fabriqué sur la banquette arrière d'une voiture, que le garçon est parti, que vous ne savez même pas qui c'est, ou je sais pas quoi. Effectivement, un enfant, c'est problématique, mais il déculpabilisait les mères. Il expliquait pourquoi elles avaient raison d'abord de ne pas aimer leur enfant, mais ensuite qu'elles auraient eu tort de continuer à ne pas les aimer, parce que l'enfant était là. Et il filmait ces choses-là, il démontait les images en expliquant ce qui se passait, ce que la mère disait avec des communications non verbales. Des très beaux livres. Je n'ai pas relu, j'ai lu ça il y a 30 ans, moi j'en parlais à mes élèves en terminale, mais je pense que ça mérite toujours la lecture. Sur les animaux et les hommes, un très beau livre qui est très touffu d'Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, sous-titré La philosophie à l'épreuve de l'animalité, Fayard. Alors, je dis c'est très touffu parce qu'elle a fait un travail remarquable de collection d'allégories, de métaphores ou de références aux bêtes chez les philosophes. Et effectivement, le hérisson chez Derrida, le porc-épic chez Schopenhauer, le temps, la mouche qui pique chez Socrate, etc. Plein d'animaux chez Nietzsche aussi. Il n'y a pas une pensée à proprement parler très, très développée, encore que, elle existe tout de même chez Élisabeth de Fontenay, qui a bien pensé la question animale, mais vous y trouverez toutes les métaphores animales dans l'histoire de la philosophie. À vous, après, de vous faire une idée. Et puis, l'un des derniers livres de Jacques Derrida, L'animal que donc je suis, c'est le titre, L'animal que donc je suis, il a fait un séminaire aussi sur ce sujet-là, aux éditions Galilée. Et Derrida, qui est très talmudique, c'est-à-dire qu'il est très lyrique, très poétique, très littéraire, et il prend une phrase, il tourne autour de cette phrase, il prend une chose, une image, il tourne autour de cette image, et puis parfois, au bout de 300 pages, il n'y aura eu rien d'autre que cette façon de tourner autour d'un mot, d'un concept, d'un objet, mais il en reste quelque chose, et c'est ce qui fait le talent de Jacques Derrida. Et Derrida surprend le regard de son chat un matin quand il est dans sa salle de bain à poil devant sa glace. C'est lui qui est à poil, le philosophe, pas le chat. Et donc, il voit le chat, et il se dit, mais que voit le chat qui me regarde ? Et il démarre sur cette interrogation et mène une très belle réflexion sur le statut de l'animal et de l'animalité. Mais un cancer du pancréas emmènera trop vite Jacques Derrida. Je vous remercie.